Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Franck Adrail de My Tour Live. Enchanté et merci de partager du coup une interview. On va parler du tourisme expérientiel et comment My Tour Live justement s'inscrit dans cette logique-là. Alors déjà, Franck, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre entreprise My Tour Live ? Oui, donc je suis Franck Adrail, le fondateur de My Tour Live, startup créée fin 2018. Donc on a fêté récemment nos 3 ans. Donc startup créée autour de la problématique de l'immersion à distance, dans un contexte de voyage, en tout cas pour visiter un lieu en ayant la sensation d'y être. Et donc on a développé finalement une solution logicielle qui permet de créer des expériences immersives de visite de lieux dans les contextes de la culture, du tourisme et même d'autres secteurs qui ne sont pas liés au voyage. D'accord. Alors par rapport à ça, vous avez présenté votre proposition de valeur chez My Tour Live, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs sur cette partie expérientielle ? C'est un peu innovant Alors tout à fait. À l'époque déjà où on a réfléchi au projet, c'était bien avant la crise sanitaire, donc les problématiques distancielles étaient moins prégnantes, mais il y avait l'idée que on souhaitait créer une expérience immersive qui au plus près en fait de l'expérience présentielle en termes de visionnage, en termes d'interactivité avec le présentateur du lieu ou le professionnel du lieu. Et donc, on a réfléchi aux technologies qui permettaient de faire ça. Et il nous est apparu que la vidéo 360 était particulièrement adaptée puisqu'elle restitue assez fidèlement, finalement, la vision à l'œil nu et la vision dans toutes les directions. Et dans toutes les directions, à l'initiative de celui qui regarde et non pas forcément de celui qui filme. Donc c'est ça la différence majeure. Alors on parle depuis des années beaucoup de réalité virtuelle quand on fait référence à l'immersion, quel que soit le sujet de l'immersion. Et on dit beaucoup moins finalement que la vidéo 360, c'est tout simplement la technologie de vidéo qui est utilisée en réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, c'est le matériel, c'est le casque en l'occurrence, qui va permettre d'augmenter finalement l'immersion. À partir de la vidéo, du coup. Exactement. Mais nous, donc, on n'est pas parti du casque de réalité virtuelle. On s'est dit, voilà, il nous faut une vision immersive, donc à partir de la vidéo 360, et il nous faut aussi l'interactivité avec le présentateur. L'interactivité, ça veut dire la communication temps réel. Et donc, on a combiné les deux aspects, finalement, dans une solution de type vidéoconférence, mais vidéoconférence immersive. Alors, du coup, ça m'amène à la prochaine question. Pourquoi, selon vous, les visites virtuelles, comme vous le proposez, la réalité virtuelle, les vidéos 360, séduisent les clients ? Est-ce que donc c'est l'immersion, les 5 sens ? Est-ce que pour vous, ce phénomène-là est lié au réflexe en fait non rationnel des émotions qui sont déclenchées via ce média plutôt qu'un autre ? Et qui déclenche du coup l'acte d'achat par réflexe entre guillemets non rationnel parce qu'on est tellement plongé dedans que on a vraiment envie d'y aller. Enfin en tout cas le déclenchement émotionnel est très fort avec ce média. Oui, alors effectivement c'est un vecteur d'émotion. Alors pourquoi c'est un vecteur d'émotion ? Parce que l'immersion est un déclencheur d'émotion. L'immersion, c'est-à-dire la projection mentale dans un lieu grâce à l'image, grâce à une image immersive, c'est-à-dire une image qui offre un panorama complet, j'allais dire, c'est-à-dire presque comme si on y était du lieu.
mais grâce aussi à l'interaction avec la personne qui nous emmène dans ce lieu finalement, qui nous projette, qui est nous accompagne par la voix finalement du exactement, coup. Il nous accompagne par la voix et qui est aussi le transmetteur de connaissances et d'émotions. Parce qu'en fait, l'émotion, elle va être déclenchée par le visuel, mais aussi par la voix. Et aussi par l'expérience en général, ce qu'on découvre, ce qu'on apprend. Donc en fait, c'est effectivement une combinaison du plaisir qu'offre la découverte, parce que la découverte d'un lieu, quel qu'il soit, déclenche déjà une émotion, la sensation de découvrir. C'est ce qui fait beaucoup aussi le plaisir du voyage, c'est qu'on découvre. Donc il y a la découverte, il y a l'expérience visuelle, et bien entendu il y a la connaissance, la communication, l'interaction avec le guide qui finalement qui permet d'augmenter l'expérience. Avec une expérience auditive supplémentaire en plus de exactement. Et donc la combinaison de tout ça finalement développe les émotions du plaisir, et donne envie d'y aller en fait, donne envie d'approfondir, de poursuivre l'expérience, notamment sur site. Et pourquoi ça donne envie d'y aller? C'est logique, parce que quand on éprouve un moment de plaisir à la découverte d'un lieu, on a tout simplement envie de le revivre. Parce que le plaisir est addictif, comme tout le monde sait. Bien sûr. Et donc, on a juste envie de le revivre. Donc, soit on peut le revivre à distance, mais ça fait un peu répétition, on a moins l'effet de surprise. Soit tout simplement, on va le revivre d'encore plus près, en allant sur site. Donc, contrairement à ce qu'on pense, la visite à distance, la découverte à distance, c'est pas une expérience de substitution à la découverte sur site. C'est une expérience complémentaire qu'on peut avoir en amont, soit dans la phase d'inspiration, effectivement, avant le voyage, mais tout simplement parce qu'on recherche du divertissement, parce que c'est avant tout une expérience divertissante. Ça rejoint mes prochaines questions, vous en parliez. Ma question, c'était à quel moment de la Customer Journey, finalement, votre offre de service est-elle la plus pertinente? Donc, vous avez parlé plutôt avant le voyage. Est-ce que, du coup, il y a des applications aussi pendant le voyage pour augmenter l'expérience, ou après le voyage? Des vidéos à revivre en mode souvenir? Et est-ce que, du coup... ça ne gâche pas une partie de cette découverte? Comment vos clients le vivent? Et voilà, c'est ça. Alors avant le voyage, c'est effectivement pour un avant-goût. Il y a une autre façon aussi, mais là c'est des cas un peu particuliers, c'est quand on est tout simplement empêché. Donc ça permet quand même d'aller à la découverte quand on peut pas le faire. Ou tout simplement ça peut être pour des gens qui aussi qui ont des handicaps ou qui sont un peu... Exactement. On peut être empêché parce que la destination est fermée aux touristes, mais on peut être empêché pour une raison personnelle, pour une raison d'éloignement, pour une raison financière, pour une raison de handicap, etc. Et donc c'est quand même une expérience de voyage à distance, entre guillemets. Donc là, on peut pas dire que dans la Customer Journée, on est avant ou après. Ça peut être, dans certains contextes, une expérience de voyage. Mais pour ceux, en tout cas, qui l'utilisent dans le cadre d'un projet de voyage, effectivement, ça peut être avant. Ça peut être après aussi, pour revivre tout simplement les sensations de ce voyage, pour approfondir ses connaissances ou sa découverte sur tel ou tel site avec un guide. Parce que quelquefois on va sur les lieux, mais on fait pas toujours appel à des guides conférenciers, etc. Et donc là, quelque part, on peut avoir aussi un complément. On n'y pense pas, on n'y pense pas forcément en premier lieu, en fait. Mais c'est hyper intéressant cette vision de l'après-voyage finalement. Oui, moi j'en ai vu, il y en a pas mal. Par exemple, on a fait des visites en Ouzbékistan.
avec un guide Ouzbek hyper intéressant. Lui, son objectif, c'est effectivement d'attirer des touristes. Donc, il va avoir tendance à comment dire, attirer des personnes qui ont le projet d'y aller. Mais en fait, il se trouvait qu'il y avait aussi dans les visites pas mal de personnes qui étaient déjà allées. D'accord. Et qui avaient juste envie, parce qu'ils ont eu un grand moment de plaisir, de revivre un peu cette expérience. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de le vivre à distance avant et d'avoir envie de le revivre de plus près sur site, il est aussi valable dans le sens inverse. Exactement. C'est hyper intéressant. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, quand on ne peut pas se déplacer, là, pour le coup, ça peut être une alternative au voyage physique dans certains contextes, même si ça n'a pas l'intensité du voyage physique. Donc, c'est une certaine démocratisation, finalement, de l'ouverture du voyage pour tous, pour ceux qui ne peuvent pas, pour différentes causes, que ce soit budgétaire, que ce soit physique. Et en fait, du coup, la technologie, entre guillemets, ne remplace pas l'expérience sur place, mais en tout cas, elle l'accompagne et elle permet à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, d'être à la découverte en fait du monde et d'avoir au moins une première expérience, quoi. Oui, en fait, elle facilite le voyage finalement, dans tous les sens du terme. Mais il faut penser aussi au cas où le lieu est difficile d'accès. Oui. C'est-à-dire que l'empêchement, il vient pas forcément du voyageur. Il peut être inhérent au lieu en lui-même, soit parce qu'il est fermé au public, soit parce qu'il est extrêmement difficile d'accès. Et donc, ça peut être aussi une bonne façon de rendre accessible un lieu par le biais de cette expérience. Notamment, il y a quelque part le protéger, parce qu'on voit aussi beaucoup de choses. Je fais le lien entre les politiques on peut avoir actuellement sur des lieux on appelle ça le démarketing de destination, où il y a des flux où on va s'apercevoir que les gens ils vont s'être déplacés en fait pour voir un lieu, et finalement ils vont peut-être arriver, parce qu'il y a de plus en plus une régulation des flux, ils vont arriver sur place, on va leur dire finalement vous pouvez pas y aller, quoi. Oui, exactement. Donc ça peut être une façon de réguler les flux en orienter certains sur l'expérience distancielle, notamment pendant les cycles de fermeture, tout simplement. Oui, ou un musée qui peut se retrouver à côté d'un lieu qui finalement est très visité et qui peut permettre de laisser patienter les gens dans un système un peu expérientiel avant d'y aller. Donc ça peut être aussi ça, une combinaison finalement, même sur site. Tout à fait. Et puis il y a aussi des destinations qui ont besoin de se faire connaître et qui sont pas justement dans les destinations touristiques de masse, et qui peuvent utiliser ces systèmes pour être tout simplement plus visibles, et ça peut stimuler un certain nombre de touristes d'aller sortir des sentiers battus et de sortir un petit peu des destinations hyper pour proposer autre chose justement. Voilà, donc ça peut permettre finalement de toucher des clients un petit peu différents. C'est un moyen finalement de faire plein de choses en fonction des objectifs des entreprises. Exactement. En fait, il y a plein de façons de l'utiliser finalement. Les professionnels peuvent aussi l'utiliser avec des partenaires de distribution. On parle dans le tourisme, on parle souvent d'Eductour quand on veut former ces partenaires de distribution à la destination. Oui. Et bien là, quand ces personnes sont pas forcément, se déplacent plus difficilement, bien on peut organiser des Eductours en fait à distance, presque comme si on y était. Ce qui est une autre façon d'utiliser le média finalement. Tout à fait. Il y a plein de choses auxquelles on pense pas vraiment. Moi, la première idée en voyant My Tour Live, c'est vrai que ma première idée, c'est avant voyage, faire un petit peu de communication sur les destinations et immerger les voyageurs. Et en fait, en discutant, on s'aperçoit que ça peut être hyper vaste et que l'offre, elle a énormément de possibilités finalement, et c'est juste un moyen, et c'est hyper intéressant par rapport à ça. Et puis l'acte
l'acte n'est pas forcément déclenché par un projet de voyage. Ça peut être juste tout simplement un objectif de divertissement. Aujourd'hui, on se divertit en regardant des séries sur Netflix ou des films sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Mais en fait, on pourrait très bien passer 1 heure aussi à être immergé dans une destination avec un guide. C'est vrai que les gens aussi recherchent ça. On voit qu'il y a quand même aussi, même sur les destinations, des personnes qui vont aller peut-être sur une destination parce qu'ils ont vu des certaines séries. On va parler d'Harry Potter par exemple, ou ce genre de choses. Et les gens ils vont se dire tiens, je vais aller sur les traces d'Harry Potter en Écosse par exemple parce que j'ai vu le film ou d'autres séries qui vont nous amener finalement dans des destinations, et il y a ce côté expérientiel, et finalement c'est un peu ça qui est reproduit, mais dans une autre manière plus réelle que la fiction d'une série, quoi. Et c'est valable d'ailleurs également sur des expositions culturelles. C'est-à-dire que les gens ne disent pas je l'ai vu à distance, c'est bon. En fait non, ils adorent l'avoir fait à distance, surtout de cette façon-là. Mais ils se disent que c'était chouette et ça leur a donné envie de le faire également en présentiel. Donc là, on a gagné un peu le pari parce que c'est ça un peu l'idée. C'était de savoir est-ce que ce type d'expérience, lorsqu'elle est consommée dans un contexte de voyage, enfin, en tout cas de tourisme ou de promotion d'une destination ou d'un lieu, est-ce que oui ou non, ça donne envie de venir? Et la réponse est oui, effectivement. D'accord. Parce qu'on on reçoit énormément de commentaires de ce type-là. D'accord. Alors, est-ce que quel est maintenant derrière le taux de transformation entre ceux qui ont dit qu'ils le feraient et ceux qui sont effectivement allés après, c'est plus difficile de tracer ça. Là, c'est plus difficile à quantifier, mais en tout cas, l'image de marque, elle est quand même renforcée. Voilà, exactement. On est plus peut-être sur l'irréputation, l'image de marque, etc., qui ne sont pas forcément toujours quantifiables, mais qui ont forcément des retombées économiques. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a aussi des gens, en fait, qui ont déjà réservé le voyage et qui entre guillemets, anticipent leur expérience en participant à des visites à distance sur leur voyage. Autrement dit, ça stimule encore l'envie et la préparation du voyage. Exactement. Donc ça peut être aussi utilisé, non pas avant d'avoir fait le choix, mais parfois même après avoir fait le choix, mais avant de s'y rendre. Donc il y a un double avantage en fait dans cette expérience. Il y a l'avantage du plaisir que ça procure à l'instant où on le fait, parce que c'est un vrai divertissement et c'est super agréable, ne serait-ce que pour la découverte. Et puis il y a l'avantage de ce qu'on en fait dans une perspective de voyage. Est-ce que vous avez des exemples concrets, peut-être un ou deux, de choses que vous avez fait? Vous avez parlé aussi des visites virtuelles sur des lieux plutôt culturels. Est-ce que vous pouvez nous faire rêver un petit peu et nous partager peut-être des choses que vous avez fait Oui, alors dans les visites un peu exotiques qu'on a fait, je l'évoquais tout à l'heure, il y a l'Ouzbékistan, puisqu'on a un partenariat avec un conférencier là-bas qui justement est propriétaire d'une agence réceptive, et là on a des sites qui sont exceptionnels, de beauté, notamment sur le plan architectural. Donc que ce soit à Tashkent ou à Samarcande. Donc ça c'est hyper intéressant. Après on a on a fait des très très belles visites en France aussi, que ce soit dans notre région autour en Provence, mais aussi à Paris ou dans d'autres sites. On a fait aussi des très beaux monuments, notamment le château d'If à Marseille. On travaille beaucoup avec le Centre des Monuments Nationaux sur plusieurs sites. Et puis on s'est lancé aussi dans les visites un peu sport extrême, avec des athlètes sur des expériences cette fois un petit peu plus
un peu plus sportive. Et bientôt, on va lancer notre marketplace de visites avec un catalogue de cinquantaine de visites. Super. Et il y aura quelques pépites, notamment on démarrera par une quinzaine italienne avec des visites à Venise, donc des choses incroyables, et puis on va aussi proposer là très très bientôt des visites en Inde et notamment au Taj Mahal. Ah ouais. Donc là pour le coup c'est aussi extrêmement dépaysant. Ouais, j'imagine c'est assez grandiose de se retrouver. Voilà. Exactement. Et ce qui est dépaysant aussi, c'est qu'à chaque fois, lorsque c'est à l'étranger, on échange avec un guide local. Donc on a aussi cette authenticité apportée par le guide local qui vit là-bas. Donc voilà, il y a une connexion humaine aussi, en plus de la partie purement expérientielle. Ouais, tout à fait. On voyage aussi avec le guide d'une certaine façon parce que voilà, il va parler avec son accent, on sait qu'il est du coin, ça a une saveur toute particulière. Je pense, en plus, c'est vrai que c'est de l'authenticité. Les gens recherchent de plus en plus ça aussi quand ils voyagent, de découvrir l'authenticité de la destination, pas forcément, même s'ils partent en club, rester en club toute la semaine, mais aussi découvrir les gens, être en contact, être en immersion. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus recherché. Ouais. Parce que sinon on reste chez soi et en fait je trouve ça intéressant ce que vous venez de dire aussi sur le fait que finalement aussi on peut redécouvrir des lieux à côté de chez soi. Donc ça je trouvais ça assez intéressant. Tout à fait. Nous on a des visites sur Marseille par exemple avec des guides où effectivement ça a une saveur tout à fait différente de découvrir un lieu avec un guide. Même quand on le connaît, on apprend plein de choses, c'est hyper intéressant. On revisite un peu le lieu et on se dit, finalement, je le connaissais pas si bien que ça, et en tout cas, je le vois sous cet angle-là, avec cette histoire, c'est hyper intéressant. Donc finalement, même si on peut aussi redécouvrir son environnement proche. Il y a plein de façons. On a fait aussi avec le musée départemental Arlantique, on a fait une visite archéologique sur un chantier d'archéologie. Donc voilà, on a des visites qui vont être beaucoup plus orientées architecture, des visites de quartier, des visites thématisées. C'est très variable et à chaque fois le guide conférencier apporte cette touche supplémentaire. Ah oui, il a un impact majeur sur le ressenti. C'est vraiment c'est une expérience, ça reste avant tout une expérience humaine en fait. Je trouve que en fait dans votre offre en fait c'est ça qui est assez chouette, le fait que vous ayez couplé l'expérientiel vidéo qui est un moyen finalement avec la partie humaine derrière qui apporte ce plus. Du coup la prochaine question, alors elle était plus dans les limites. Est-ce que vous voyez des limites dans la vidéo aujourd'hui et dans l'offre d'expérience? La position par rapport à l'expérience pendant le voyage. Que pensez-vous par exemple d'utilisation de la vidéo pour la reconstitution de lieux historiques pendant le voyage? Est-ce que ça abîme pas un petit peu l'expérience ou au contraire ça l'améliore? La gamification avec peut-être de la vidéo. Est-ce que trop de vidéos sur un site pendant le voyage, est-ce que ça peut être alors, à quel moment on s'arrête en fait? Ouais, tout à fait. Alors déjà à distance, si on parle des expériences qui sont non pas sur site mais à distance, la limite c'est que même si on a les sons d'ambiance, on n'a pas les odeurs. Donc on n'a pas complètement toutes les sensations. D'accord, qu'on pourrait avoir si on était sur place, même si on en a restitué pas mal.
Mais même les odeurs, maintenant, il y a des casques de réalité virtuelle qui restituent un peu les odeurs. Bon, ça reste très expérimental, etc. Mais j'ai pas testé, mais par voilà. contre, j'ai testé le vrai casque virtuel. Je pense que ça doit être quand même un peu particulier, l'odeur. Oui, tout à fait. Alors, j'ouvre une petite parenthèse justement sur le casque de réalité virtuelle. On en parle beaucoup comme un outil d'immersion, mais en fait, bon, le taux d'équipement aujourd'hui, il est très faible. Il est surtout utilisé justement dans l'univers du jeu. Et en tout cas, pour ces use cases de découvrir à distance des lieux, ça reste totalement anecdotique. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas fondé notre service là-dessus, même si on peut visionner à l'aide d'un casque, si on met son smartphone dans le casque, mais c'est pas optimisé pour ça, et c'est pas d'ailleurs tout à fait adapté à ça, puisque le casque, quand le visionnage est trop long, on peut assez vite avoir le mal de mer. Et donc c'est problématique. Donc, je confirme que pour l'avoir testé, que c'est pas. Et puis il n'y a pas le côté humain finalement que vous avez vous. Enfin, ça n'a rien à voir en termes de. C'est pas très ergonomique quand même comme matériel. Il faut le porter. Alors que l'expérience immersive en vidéo 360 sur écran, elle est plus simple. Elle est plus accessible. Sur l'écran, elle est plus simple, elle est plus naturelle, elle est plus facile d'accès. Donc voilà, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus parce que on fait souvent l'amalgame, hein, et puis quand on lit la presse, on a toujours un peu l'impression que c'est la VR qui donne un peu le ton de tout ce qui se fait en immersion, alors que pas du tout. Alors ça, c'est un leurre complet. Il y a plein de façons, d'autres façons beaucoup plus naturelles et directes d'être en immersion. Mais bon, je referme la parenthèse. Après, mais c'est hyper intéressant par contre que vous en parliez là, parce que du coup c'est l'objectif aussi des Sherlock du voyage, de parler justement du sujet et de le traiter à fond et de traiter aussi ce sujet de la réalité virtuelle, parce qu'on en parle beaucoup évidemment, et que là du coup et en effet moi pour l'avoir testé le casque de réalité virtuelle, c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un équipement qui est contraignant. On testé aussi sur d'autres personnes, des amis, etc. Des gens qui sont peut-être un peu moins dans le digital que moi, qui suis un petit peu geek sur les bords, et qui du coup n'étaient pas du tout à l'aise avec le matériel, etc. Alors que la vidéo est quand même beaucoup plus naturelle, comme vous disiez, et le côté humain, de toute façon, je pense que ça n'a rien à voir avec. Exactement. C'est pour ça que les expériences en VR sont rarement interactives et sont peu adaptées à la mobilité. Je suis d'accord aussi pour dire que à vouloir trop rajouter de technologie, on peut tuer un peu l'expérience. Et donc moi je suis pas un fan de rajouter des surcouches de digital, surtout lorsque on est sur site. Parce que sur site, là pour le coup, on est disponible en présentiel pour j'allais dire ressentir à 100% toutes les émotions liées au contact physique avec l'environnement. Finalement, ça peut tuer un peu l'expérience, et surtout, en plus, si ça remplace l'humain quand on est à destination, par exemple les guides audio, moi je trouve ça personnellement moins sympa qu'une vraie personne qui nous parle avec le cœur, en gros, de sa destination, de ce qu'elle connaît, et etc. Donc, Oui, carrément. En fait, voilà. Il faut pas non plus tomber dans le surexcès de digital à toutes les mailles du parcours client. Il y a des endroits où c'est vraiment utile, où ça apporte de la valeur ajoutée, où ça répond à une problématique, et encore faut-il bien le mettre en œuvre. Et il y a d'autres endroits où, au contraire, hein, il faut l'éviter absolument. Et il faut laisser faut laisser aussi la place aux relations plus traditionnelles, physiques, etc. Le digital, ça doit vraiment faciliter, aider, mais faire attention à ça. On se rend compte que quand on veut aller un peu trop loin, ça passe pas parce qu'il y a des freins, d'usage. Et je pense que c'est hyper intéressant de voir que finalement les gens qui sont dans le digital gardent toujours en tête la partie humaine finalement, et savent encore plus en parler et dire attention, le digital oui, mais avec des limites. Et ce que vous disiez sur la VR est très intéressant aussi. Il faut que ce soit naturel, il faut que ça reste peu encombrant finalement. Il faut vraiment que ce soit
Bien sûr, bien sûr. Et puis bon, il y a une chose que je veux rajouter, c'est que moi j'ai vraiment découvert en exploitant cette idée, notamment dans le domaine culturel, c'est que faciliter l'accès à un lieu, à la découverte d'un lieu ou même à la découverte d'une œuvre, grâce à un dispositif distanciel, immersif, c'est bien. Mais si on se retrouve devant le lieu ou devant l'œuvre et qu'on n'arrive pas à la décrypter ou qu'on la décrypte pas correctement, on n'aura pas rempli complètement la mission. Donc faciliter l'accès, il faut le comprendre, pas uniquement dans la réduction de la distance, mais c'est aussi dans la lecture qu'on peut avoir du lieu ou de l'œuvre. Et il peut y avoir des endroits où finalement c'est plus compliqué parce que, notamment dans le domaine culturel, où là il faut avoir l'assistance, j'allais dire, d'un médiateur pour comprendre le lieu, pour comprendre l'œuvre. Juste pas dire j'y suis allé parce qu'il y a aussi ça, l'effet j'y suis allé mais en fait t'as rien compris. Et donc en fait dans la facilitation de l'accès, le rôle de l'humain, le rôle du médiateur, le rôle du professionnel du lieu est essentiel. Et c'est super intéressant parce qu'en fait vous remettez aussi avec finalement le digital, même si ça reste digital, vous remettez en valeur ce qui est peut-être des fois remplacé humainement par des guides digitaux. En fait là vous avez une très forte relationnel avec le métier de guide et sa valeur ajoutée quelque part. Oui, là dans votre discours on sent que pour vous les guides sont vraiment des gens importants et que leur métier c'est je pense que ceux qui vont nous entendre et qui sont guides vont se sentir hyper valorisés par cette vision là du rôle. C'est un service qui est justement le digital au service du guide conférencier de métier pour la promotion ou pour la compréhension du lieu et pour l'apprentissage aussi, parce que dans les publics il peut y avoir les scolaires, donc il y a tout le monde éducatif. On n'y pense pas, mais et donc là c'est encore plus vrai, parce que quand on est dans un contexte d'apprentissage, on a besoin du maître d'apprentissage qui est le professeur ou le professionnel du lieu. Et donc et ça nous paraît moins évident quand on est sorti de ce contexte, mais en fait, c'est un peu la même chose. C'est hyper intéressant parce qu'on peut effectivement y penser en matière éducative, parce qu'on sait que par exemple, je sais pas, Vulcania ou des endroits comme ça, oui, complètement. qui parlent finalement d'un sujet qui est étudié par les scolaires, de pouvoir faire ce lien-là en fait entre le monde des sites touristiques finalement avec le monde éducatif. Donc ça a plein d'applications auxquelles on n'y pense pas forcément, et c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que franchement moi j'ai appris plein de trucs sur des choses auxquelles j'avais pas pensé du coup. Justement dans le monde scolaire, c'est très utilisé de plus en plus ce type d'expérience. D'abord parce que les sorties scolaires sont plus difficiles à réaliser, mais aussi parce que c'est un excellent vecteur d'apprentissage. Alors pourquoi c'est un excellent vecteur d'apprentissage ? Encore une fois, parce que l'immersion crée de l'impact en termes de mémorisation. Parce que quand on parle d'immersion, si on approfondit un peu la compréhension de ce que c'est, en fait l'immersion vous donne une sensation de vécu. D'accord ? Et donc, et cette sensation de vécu, c'est là que ça fait toute la différence. D'accord. Parce que quand vous lisez un livre, ou même quand vous consultez une vidéo, on est un peu spectateur finalement. Voilà, vous êtes spectateur. Donc, si vous êtes spectateur, vous êtes en dehors de la scène. Et là, toute la différence justement avec des formats aussi expérientiels et aussi immersifs, c'est qu'en fait, le visiteur, il est participant. Le terme participant a tout son sens. Et donc, participant, ça veut dire qu'on est acteur de ce qui se passe. Et comme on est immergé dans le lieu, on a une sensation de vécu. On retient beaucoup mieux, peut-être plus longtemps, ce qu'on a vécu.
ça stimule plus fortement l'envie, c'est aussi pour cette raison, etc. Très bien, c'est hyper intéressant. Franchement, je pensais pas qu'on allait aller aussi loin dans les applications en fait en démarrant l'interview. Donc moi j'ai appris plein de choses et je pense que nos auditeurs ils vont aussi beaucoup aimer toutes ces idées parce que finalement on n'y pense pas vraiment à tout ça et c'est hyper intéressant. Alors déjà merci pour ça et du coup je vais finir un petit peu l'interview sur une dernière question. Que pensez-vous sur l'avenir des vidéos immersives de la réalité virtuelle ? Est-ce que ça va se développer ? Est-ce que c'est c'est un format qui peut être approprié par le secteur du voyage notamment et par les touristes. Ce qu'on voit quand même, c'est que ça commence à être le cas. C'est que de plus en plus d'opérateurs, d'acteurs, utilisent les technologies immersives dans leur ensemble pour promouvoir leurs infrastructures ou leurs lieux ou leurs destinations. Donc je pense que ça va continuer à se développer, d'autant que les solutions, les outils, les technologies évoluent également vite et que ces solutions qui paraissaient peut-être un peu difficile d'appropriation il y a quelques années le deviennent de moins en moins. Donc je pense que tant du côté des opérateurs que du côté des consommateurs, c'est de plus en plus naturel. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités, de capacités de création autour de ces technologies, de ces expériences, et que je pense que les acteurs du voyage, du tourisme en général ont plutôt intérêt à s'y intéresser de près, à se les approprier, parce que dans d'autres secteurs, parfois ça va un peu plus vite. Et je crois que la crise sanitaire oblige un peu, en tout cas, provoque un peu cette obligation de remettre à plat le métier, de repenser comment on communique avec ses clients. Comment on communique, quelles relations on veut avoir, etc. Et c'est vrai que on voit bien les tendances actuelles autour de la préservation de l'environnement, du voyage durable, du voyage de proximité, etc. Mais la technologie peut complètement rentrer, en tout cas servir ces intérêts-là. Et l'expérience, du coup, nous on est rentré par là parce et en plus on a envie de continuer à interviewer d'autres acteurs qui vont être sur d'autres types d'expériences plutôt auditives, la réalité virtuelle aussi, on souhaite en parler, et des acteurs aussi qui sont peut-être sur des tours qui vont être sur une thématique, donc ça on cherche aussi à interviewer ce type d'acteurs parce que en fait, tout le monde, aujourd'hui, la partie thématique et immersion fait aussi partie des enjeux du secteur, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, le distanciel, ce qu'on a vu dans le collaboratif, est valable aussi pour d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres façons de voyager, de faire du tourisme, de profiter d'un lieu que celui de s'y rendre absolument physiquement. Bien sûr que il n'y a pas mieux de s'y rendre, mais il y a plein d'autres façons alternatives ou complémentaires ou en synergie avec la visite sur site qui peuvent être exploitées. Et c'est vrai que les acteurs du voyage aujourd'hui n'ont pas encore complètement tous ce réflexe-là, mais il faut élargir le champ et se dire être plus créatif. Finalement, je peux très bien faire voyager un public à distance, du moment que c'est moi qui opère. Oui, tout à fait. Ça peut être un service complémentaire. D'ailleurs, il y a d'expérience. C'est complémentaire. Ça permet aussi de chercher d'autres publics. Donc voilà. Il ne faut pas forcément opposer le digital, enfin en tout cas l'expérience distancielle à l'expérience présentielle. Au contraire, aujourd'hui,
ça s'imbrique de plus en plus en fait. Merci pour tous ces éclairages. J'ai appris plein de choses, donc je pense que nos auditrices ou nos auditeurs aussi. Alors sur les 2 dernières questions, c'était plutôt présenter quelles sont les nouveautés chez MyTourLive et votre message un peu à l'égard des pros si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, mais les nouveautés, nous, on est en train de sortir dans quelques temps une marketplace qui va présenter toutes nos visites et qui va s'adresser soit aux groupes constitués qui souhaitent découvrir un lieu, soit accessoirement au grand public, même si c'est pas sur ça aujourd'hui qu'on fonde nos sources principales de revenus, mais c'est aussi notre vitrine, une belle vitrine, un outil marketing pour nos prestations auprès des professionnels de la culture, du tourisme ou d'autres secteurs. On continue par ailleurs à enrichir, à développer, à étoffer notre solution logicielle de visite à distance en immersion vidéo. Et donc, on va pouvoir adresser de plus en plus de professionnels sur toutes leurs problématiques finalement d'immersion d'un public à distance. Et on a de très très beaux clients dans différents secteurs. Et donc pour nous, l'année 2022, c'est une année qui devrait être une année avec de très belles perspectives. Il y a plein. On a senti aussi les nombreuses applications et idées. Donc vous avez un chemin, un boulevard devant vous en plus pour développer l'activité. Les gens la comprennent. On espère. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos échanges et insights. Merci, on a été très contents de vous recevoir. Avec plaisir. Et puis à la prochaine pour d'autres interviews. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocksment vôtre!